Voilà donc, nous sommes le dimanche 26 juillet 2020, ici sur la route nationale et sur l'axe Ziguinchor-Tobor. Vous connaissez cet axe avec justement ce peuplement de mangroves. Le prétexte, c'est pour parler de la journée internationale justement de la mangrove, une journée donc internationale initiée par les organisations internationales. Pour en parler, nous sommes avec des acteurs qui sont toujours sur le terrain en train de mener des combats, c'est-à-dire de mener des stratégies pour la régénération de la mangrove. Ici, donc, au niveau de l'axe Ziguinchor-Tobor, nous sommes avec Malik Djiba. Malik Djiba, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est pour moi de participer à cette journée mémorable de la célébration de la journée internationale de la mangrove. Je rappelle que Malik Djiba est justement celui qui dirige l'Agada. Agada, c'est Agir autrement pour le développement de l'Afrique qui est présente au Sénégal, surtout en Casamance depuis des années, Malik. Tout à fait. C'est une ONG sénégalaise créée depuis les années 92 par des cadres casamançais qui ont pensé effectivement qu'ils devaient pouvoir contribuer au développement de la région à la suite de la crise casamançaise. Donc depuis 1992, l'ONG intervient dans différents domaines, notamment la protection de l'environnement, qui est aujourd'hui son véritable combat, son véritable cœur de métier, et travaille également tout ce qui concerne la valorisation des ressources naturelles et le développement local, tout court. Donc de ce point de vue-là, du côté de la mangrove, nous activons véritablement pour que cet écosystème soit mieux préservé en Casamance. Nous reviendrons à vous, Malik Djiba, qui coordonne Agada, Agir autrement pour le développement de l'Afrique. Nous sommes ici avec une de nos sœurs. Nous vous laissons vous présenter au groupe Média du Sud, madame. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour partager avec la population la journée internationale de la mangrove. Donc, moi, je m'appelle Khadi Tende et je suis chargée de projet au sein de l'ONG internationale United Purpose qui est basée à Bignona. United Purpose qui est donc était Universal Concern Universal, ça s'appelait comme ça, et qui est une ONG gambienne, faut-il le préciser? Oui, en fait, ce n'est pas une ONG gambienne, mais c'est plutôt une ONG britannique, mais dont le bureau, au niveau de la sous-région, c'est-à-dire le bureau qui coiffe le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, se trouve en Gambie. Mais c'est une ONG britannique. Donc, auditrices et auditeurs, vous le savez, donc le prétexte, c'est cette célébration. Malik Djiba de Agada, parlez-nous de la mangrove. C'est quoi la mangrove, les fonctions justement de la mangrove? Merci beaucoup, Amadi Khalilou Djemé. Parler de la mangrove, je résumerai la mangrove à notre vie, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un écosystème complexe, dans une région à vocation agricole, particulièrement risicole. Et la Casamance a un fleuve, ce qu'on appelle le fleuve Casamance, ou alors ça s'appelle en tout cas la Ria Casamance, un mélange d'eau douce et d'eau de l'océan, ce qu'on appelle de l'eau saumâtre, qui s'étend sur 350 km. Et si vous regardez le long, depuis l'embouchure du fleuve Casamance, de part et d'autre, tout est arboré par l'écosystème de mangrove. C'est une forêt, on les appelle même d'ailleurs une forêt de mangrove. Ce sont des arbustes qui colonisent ce genre d'écosystème. Ils ne vivent que dans des zones saumâtres. Et la mangrove, autant elle a besoin d'eau salée, elle a aussi besoin d'eau douce. Elle a besoin d'un certain seuil d'apport d'eau douce pour qu'elle puisse subsister. Vous pouvez simplement vous poser la question, pourquoi en tant qu'arbuste, en tant que plante,
elle parvient à vivre, à subsister dans un écosystème comme ça et que le fromager ne puisse pas vivre dans ces conditions pareilles. Cela montre effectivement son rôle et ses capacités de résilience dans ce type de biotope. La mangrove aide à réguler le sel dans l'eau. Il joue un rôle fondamental parce que si la mangrove disparaît, nous risquons de voir une sursalure, une sursalinité des rizières de la Casamance. D'où, quand on parle d'une sursalinité des rizières, ça veut dire c'est la disparition de la riziculture, essentielle pour notre subsistance. Dans un contexte de changement climatique où nous avons des variabilités, des températures très hautes, entre les mois de mai, mars, avril, mai, nous avons un fort taux d'évaporation de l'eau, un taux important d'évaporation de l'eau. Lorsqu'il y a une forte évaporation de l'eau, vous avez donc la teneur en sel qui augmente. Donc, si cette salinité n'est pas dissoute ou régulée par les eaux de pluviométrie, effectivement, ça contribue à dégrader davantage la mangrove. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons enregistré moins de pluviométrie et en parcourant les zones, vous voyez donc une mortalité importante de palétuviers sur les bords de la route. La mangrove, c'est de là qu'on prélève les huîtres. Les huîtres que les Sénégalais, de manière générale, affectionnent énormément. Et ça nous procure de la matière, du protéine pour notre vie. Mais vous imaginez combien de personnes dépendent de cette économie. Les exploitantes des huîtres, partout à travers les Casamances, les femmes, on les voit prendre leur petite pirogue pour aller à la cueillette des mangroves. Et donc les mangroves, on les trouve sur les racines échasses des palétuviers. La mangrove, pour vous dire, aujourd'hui on parle même de puits de carbone. Parce qu'elle a une grande capacité de séquestration du dioxyde de carbone. C'est les gaz qui contribuent effectivement au réchauffement de la planète, dont on parle tant. Donc nous, avoir un tel écosystème, je ne parle même pas d'autres services écosystémiques que la mangrove rend. On parlait tantôt des gens qui les utilisent par le passé. C'est les racines échasses de palétuvier qu'on utilisait pour confectionner les plafonds des maisons, confectionner nos clôtures, compte tenu de la résistance de son bois. Et la mangrove a un bois, les palétuviers en particulier, est un bois extrêmement résistant à certains parasites comme les termites, etc., qui ont du mal à les attaquer. Donc, au point de vue écotouristique, enfin, toujours écologique, nous avons là, en face de nous, des oiseaux, plein d'oiseaux. Que viennent-ils faire ici? C'est des lieux de nidification pour eux. C'est là où ils viennent pondre, ou alors c'est là où ils viennent se reposer. Mais c'est aussi un attrait écotouristique important. Parce que lorsque nous recevons en Casamance des voyageurs, ils affectionnent se balader en bateau pour observer la mangrove, mais également tout ce qu'il y a comme espèces ornithologiques. Donc, la mangrove aujourd'hui, si la mangrove disparaît, la destination Casamance, tout simplement, risque d'en pâtir. Avec justement tout ce que vous avez soulevé, il y a également la question de la reproduction au niveau des ressources halieutiques, à côté de la mangrove. Alors, la mangrove est un habitat pour des centaines de milliers, on va dire, d'espèces halieutiques. Je parle d'espèces halieutiques parce que nous avons le poisson, nous avons les crustacés et nous avons des oréophthalmes, nous avons plein d'espèces qui vivent autour de... C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. C'est le sens du terme écosystème. Et dans cet écosystème, les oiseaux y figurent, l'homme même figure parce que l'homme dépend également en partie
sa subsistance dépend en partie de l'écosystème, de la mangrove. D'où la riziculture, parce que si les terres sont salinisées, on n'aura pas de riz. Et ça affecte douloureusement justement l'agriculture. Et l'eau va... Au moment où on appelle au retour justement à la terre. Voilà, l'eau de boisson même, on entend parler de beaucoup de puits qui se sont salinisés, la nappe, etc. Donc les conséquences sur la vie de l'homme est immense. Malik Djiba de l'ONG Agada, Agir autrement pour le développement de l'Afrique. Dans cette émission, nous avons également notre sœur Khadi Djiba, chargée de projet de United Purpose. Vous avez écouté avec intérêt sûrement Malik sur en tout cas les fonctions que joue la mangrove. C'est donc quelque chose de révolutionnaire. Le pensez-vous? Oui, effectivement, la mangrove, elle joue un rôle très capital dans la vie de l'homme. Outre sa capacité de séquestration en carbone, comme Malik l'a dit, mais aussi nous avons beaucoup d'autres rôles du point de vue sociologique aussi, du point de vue culturel. Et les ressources qu'on tire de la mangrove, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent des produits de la mangrove. Elles font soit la cueillette des huîtres, on a l'apiculture aussi, on a beaucoup d'activités. Et on peut dire que sans cette mangrove-là, la vie des Casamançais sera un peu hypothéquée. Parce que cette mangrove, elle joue aussi un rôle par rapport au plateau, à la terre ferme. Il y a un lien. Donc, la disparition de cette mangrove entraînera forcément aussi la disparition des forêts avec la salinisation des terres. Et du coup, on ne peut pas s'imaginer vivre en Casamance sans la mangrove. Donc aujourd'hui, il est plus qu'un impératif pour que chacun puisse jouer grandement sa partition dans le cadre de la régénération de cette mangrove. Et je sais que votre organisation United Purpose travaille un peu dans ce cadre-là. Oui, et d'ailleurs même c'est notre raison d'être aujourd'hui parce que nous avons mis en place un consortium nommé 5 Delta. Donc 5 Delta qui va du delta du Saloum jusqu'en Guinée-Conakry, en passant par la Guinée-Bissau, la Casamance Guinée-Bissau. Donc c'est vraiment large avec plus d'une quinzaine d'acteurs, des acteurs internationaux. Nous avons des acteurs, les ONG et associations locales aussi qui font partie de ce consortium. Et donc, nous avons un projet qui est financé par l'Union européenne. Et le projet s'intitule Gestion des forêts de mangrove du Sénégal jusqu'au Bénin. Et ce projet sera mis en œuvre par l'UICN, qui est un organisme international. Et nous avons aussi Wetland International et aussi 5 Delta, dont UPMA, mais nous avons aussi GRDR qui s'occupe de la partie Guinée, et nous avons aussi Guinée Écologie. Donc c'est très vaste, quoi. Khadi Djiba, chargé de projet de Khadi Tendeng, autant pour moi, chargé de projet de United Purpose. Je rappelle que vous suivez votre émission sous l'arbre à Palabre. Nous sommes ici à côté de la mangrove, voilà, pour parler de cette journée. Malik, pourquoi la célébration d'une telle journée? L'importance justement de la célébration. Cette journée a été proclamée par l'UNESCO en 2015, la conférence générale de l'UNESCO en 2015. Et l'objectif de la célébration de ces journées, c'est pour sensibiliser le public mondial à l'importance de cet écosystème de mangrove. Parce que beaucoup de gens, même ici à Ziguinchor, tu vas dans les universités, au niveau même des collèges, lorsque tu parles de certaines fonctions que joue la mangrove, les gens hallucinent.
Ils se disent comment est-ce que c'est possible. Et c'est partout à travers le monde, les gens connaissent très mal cet écosystème, surtout à l'international. Puisque c'est un écosystème qui n'existe pas, par exemple, au nord dans les pays européens. On les trouve un peu dans l'Afrique de l'Ouest, ou en tout cas dans les zones côtières, avec qui, comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, etc. Comme on a dit, les pays du PRCM, Programme Régional Marin Côtier. D'ailleurs, Khady, pour mettre le lien avec ce que Khady venait de dire tout de suite, nous partageons les mêmes écosystèmes, d'où les mêmes ressources. Si aujourd'hui, l'écosystème de mangrove de la Gambie était très impacté, c'est clair que nous aurons un impact très négatif. Donc d'où la cohérence véritablement d'intervenir dans un territoire assez vaste et qui permet véritablement d'avoir une protection globale de l'environnement marin côtier, mais également de sensibiliser les populations. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une grande journée que nous consacrons pour porter ce message haut et une prise de conscience des populations, en particulier de la région de Ziguinchor, par exemple, dont certaines déversent des ordures, comme si la mer est devenue une poubelle. Je crois que c'est incompréhensible, c'est méconnaître véritablement les conséquences d'un tel acte. Parce que mettre une poubelle avec des produits polluants, on risque de les retrouver dans nos assiettes. Ce que nous jetons là, on risque de les retrouver sur nos assiettes. On va les manger. Parce que le poisson qui va être pollué va être pris par un pêcheur. Et bien voilà, tu l'achèteras et tu l'amènes, tu cuisineras et tu feras vivre. Donc c'est important pour que les gens prennent d'eux-mêmes, qu'ils aient un esprit de civisme et un bon comportement citoyen. Parce que la disparition de cette mangrove-là, ça va toucher, impacter pratiquement. On ne parlera même pas de territoire, de limitation de territoire, où c'est la commune de Ziguinchor, où c'est la commune de Niamone, mais on parlera en tout cas de problèmes de santé publique, comme ça l'est aujourd'hui dans le cas du Covid-19. C'est important. Les huîtres que les femmes récoltent, c'est des filtres qui filtrent, qui mangent des particules, des déchets. Mais c'est extrêmement dangereux de mettre des déchets médicaux sur la mangrove. Que les marées vont à marée basse, à marée haute, tout simplement, tout va véritablement se disperser à l'intérieur de cette végétation-là que les poissons vont manger. Et c'est tout à fait incompréhensible et inacceptable. Donc vous avez parlé un peu du comportement de l'homme par rapport justement à la régénération de cette mangrove. Donc ça peut impacter douloureusement dans la vie des humains. Khady Tendeng, que vous avez écouté, est-ce que vous avez envie un peu de revenir un peu sur cet aspect? Les gens qui justement dans ce passage verdoyant de mangrove, ils jettent des poubelles. Cela peut vraiment impacter négativement dans la vie des populations. Oui, tu sais, traditionnellement, on avait l'habitude d'inculquer aux enfants, même dès le jeune âge, le respect de l'environnement. Mais aujourd'hui, ceci a disparu. C'est-à-dire l'éducation qu'on donne aux enfants, il n'y a pas cette partie environnement qui est prise en charge. Et d'où, dans le cadre même de nos interventions, nous tentons à initier les enfants à mieux comprendre l'environnement, à mieux comprendre ce que c'est l'arbre, pour que demain, que cet enfant-là puisse considérer son environnement. Et donc, nous allons toujours continuer les sensibilisations, parce que quand tu ne connais pas la chose, tu as tendance à la rejeter, à ne pas savoir comment la respecter, comment l'aider à pouvoir se développer. Je suis sûre qu'aujourd'hui,
les gens, ils savent l'importance de la mangrove. Quand ils voient la mangrove, c'est beau, ça les touche, mais ça ne les interpelle pas. Parce que y a rupture quelque part. Ils ne comprennent pas exactement le rôle de la mangrove et quel est l'impact néfaste de notre action sur la mangrove. Et la journée d'aujourd'hui, c'est juste un prétexte, mais nous allons continuer cette sensibilisation-là, mettre en place des stratégies, puisque aujourd'hui, nous savons à peu près quels sont ces gens qui jettent les ordures tout au long de la route entre Tobor et Ziguinchor. Peut-être qu'on fera des descentes, aller rencontrer les gens et puis essayer de discuter avec eux pour qu'ils puissent comprendre. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Malik, c'est cette poubelle que nous rejetons. Nous allons après la manger. Ça va se retrouver dans nos assiettes. Et après, nous allons nous retrouver tout bonnement à l'hôpital. Et donc, je pense qu'on gagnerait beaucoup à respecter certaines choses, ne pas jeter nos ordures un peu partout, même si ce n'est pas les ordures, par exemple, quand en saison des pluies, dès qu'il commence à pleuvoir, on ouvre les égouts, on jette les fosses septiques, on jette les poubelles et on dit l'eau va l'emporter. Mais vers quelle destination? Et c'est vraiment là où tout un chacun devait pouvoir réfléchir un peu. Ouais. Khady Tendeng, Malik, vous avez parlé justement des ordures qui sont jetées un peu partout sur cet axe qui relie Ziguinchor à Tobor. Ziguinchor est le département de Bignona qui est bordé de mangroves. Mais dans d'autres localités, c'est la coupe abusive. Les gens ont besoin justement de ces racines de mangroves, des bâtons pour faire des plafonds de maisons, entre autres, et vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, ce constat a fait que la situation devient critique. Le travail que vous menez sur le terrain dans le cadre de la régénération devient compliqué. Si vous avez un appel par rapport à ça pour que justement les populations... Et puis autre chose, vous avez parlé de sensibilisation. Est-ce que dans vos différents programmes, Agada, Agir autrement pour le développement de l'Afrique, United Purpose, est-ce que dans vos programmes, dans la mise en œuvre des projets que vous déroulez, est-ce que vous avez mis justement donné une place importante à la sensibilisation? Je sais que nous intervenons, nous communiquons beaucoup sur l'importance de cet écosystème et l'importance pour les populations de s'engager à la protéger. Que ce ne soit pas des mots, mais des actions concrètes. Parce que c'est elles, les populations, que nous mobilisons pour reboiser. Ce n'est pas nous qui reboisons la place des populations. Mais lorsque tu reboises, c'est bien, mais il ne faut pas laisser d'autres personnes venir piller, poser des actes qui vont donc hypothéquer le travail immense que tu as consacré pour la protection de cet écosystème. Donc il y a quelque part quelque chose qui cloche. On cherche à comprendre. Je pense qu'avec des partenaires comme Youpi, la réflexion est lancée. Ils sont dans cette dynamique. Je crois qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de ce projet va pouvoir ressortir véritablement les problèmes fondamentaux qui empêchent véritablement aux populations d'agir en faveur de la protection de leur environnement. Parce qu'il y a eu... Mais Kals, si tu vas dans le Niambalan, exemple tout simplement, il n'est pas possible de trouver des huîtres. Depuis le pont de Niambalan, tu prends jusqu'à 3 km à droite vers Youtou, et tu prends vers Enampor en partant vers la droite jusqu'à 3 km, tu ne peux pas trouver une huître. Elles sont mortes. Pourquoi? Justement, c'est la grande question. On cherche à comprendre pourquoi. Et donc, je crois que c'est la perte de la biodiversité, ce qu'on dit justement. Beaucoup d'espèces sont en train de disparaître. On parlait des oryx, etc., qu'on a introduits au Sénégal. Mais ne vous en faites pas. Hein. Aujourd'hui, même des espèces halieutiques, il y a certaines espèces qu'on prenait il y a 60 ans, on ne les voit plus au Sénégal. Elles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'action de l'homme a perturbé complètement l'écosystème.
Tu vas dans les fonds marins, tu trouves des filets monofilaments qui ont une durée de vie pas possible. Donc ce sont des corps étrangers qu'on introduit dans les fonds marins, que les poissons véritablement, qui stressent les poissons. Et quand le poisson est stressé, c'est comme l'humain. L'humain, quand il est stressé, c'est une véritable maladie. Et le stress tue. Et dans le cas, en tout cas, du poisson, on peut s'imaginer facilement que polluer, modifier l'écosystème naturel du poisson permettrait véritablement d'impacter négativement sur la reproduction. Parce que si nous mangeons aujourd'hui du poisson, c'est parce qu'il y a eu des mamans qui ont mis au monde des bébés, pour te parler dans un jargon simple. Mais lorsqu'on tue la maman, et aujourd'hui on prend des mailles de plus en plus fines, pour prendre quoi? Des juvéniles. Mais on va tuer le grand-père, on va tuer la grand-mère, on va tuer le bébé, on va tuer son truc. C'est ça, en fait, cette chaîne-là qu'il ne faut pas, surtout pas rompre, alors que notre vie, notre subsistance dépend essentiellement de poissons. Si on a notre riz sans notre poisson, ben écoute, ce n'est pas une vie tout simplement. Et quels sont les palliatifs alors? Les palliatifs tout simplement, c'est le changement profond de comportement pour que l'homme arrête ce paradoxe. Mais il n'est pas difficile de comprendre d'où provient le poisson. Mais il est essentiel aussi qu'on comprenne que la mangrove est un écosystème qui permet aux poissons de se reproduire, de se nidifier, de fuir la prédation, mais également il y a une question fondamentale que je n'ai pas abordée. C'est la question de l'érosion côtière. La mer avance, la terre se réduit, le monde se développe. La démographie mondiale est en train d'exploser, en particulier en Afrique. Et la terre diminue à cause de l'érosion. Si on ne prend pas, on ne conserve pas en tout cas les moyens qui permettent de nous résilier contre cette érosion côtière, mais c'est en ce moment-là que je dirais vraiment on a fini d'être des fous dans le monde. Non, sincèrement, je pèse mes mots. On a fini d'être vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'on est des humains réellement? Parce que chaque acte que nous posons, c'est un acte contre nous et on hypothèque l'avenir de nos enfants. Et c'est ça qui n'est pas normal. L'humain doit se saisir, en particulier le Sénégalais doit changer de comportement et prendre conscience que notre environnement est essentiel pour que notre agriculture dont nous dépendons, parce que jusqu'ici nous continuons à importer du riz de l'étranger, et pour que nous dépendons d'une agriculture pluviale, si on n'a pas d'arbres, si on n'a pas de mangroves, si on n'a pas de forêt, il ne pleuvra pas et c'est la sécheresse. S'il y a la sécheresse, il n'y aura aucune production possible. Alors, la réponse que je voudrais avoir par rapport à une question qui m'est importante, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour, en tout cas, sortir de cette situation? Est-ce que le combat que vous menez pour la reforestation, est-ce que c'est le même combat que vous êtes en train de mener justement par rapport à cette question de mangrove? Oui, c'est un combat qui va même au-delà de la reforestation. C'est vrai, c'est bon de régénérer, mais aussi il faut aider les communautés à pouvoir elles-mêmes être à mesure de protéger. Quand les populations, les communautés vont s'approprier, pourront protéger, beaucoup de choses vont changer. Et dans le cadre de notre programme, donc on voudrait inclure l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les populations, les communautés, les universitaires, les élèves, les autorités, tout le monde, afin qu'ensemble, qu'on puisse vraiment protéger notre environnement, particulièrement les forêts de mangrove. Et donc pour les forêts de mangrove, nous avons prévu de mettre en place des APAC. Il y aura des APAC afin que là, les aires marines protégées. Les aires de patrimoine communautaire. Autochtone. Voilà. Ça, c'est la communauté elle-même qui va gérer ses ressources. Nous allons aussi amener les communautés à mieux s'intéresser de la mangrove. Et pour cela, nous avons présentement un diagnostic qui est en cours pour déterminer un peu les problématiques qui sont dans les différents sites
mais aussi qu'est-ce qui est fait, c'est-à-dire l'existant, afin qu'on puisse aussi nous bâtir sur l'existant pour pouvoir régler certaines problématiques. Et il y a aussi la recherche qui sera fortement impliquée, notamment, bon, pour ce qui nous concerne, ça sera l'université Assane Seck, donc de Ziguinchor. On a des jeunes qui sont là. Et même au-delà de l'université Assane Seck, parce que nous allons lancer aussi des bourses pour la recherche. Vous allez donc instaurer un système d'incubation pour permettre justement à ces étudiants d'être expérimentés par rapport à cette vision de tout mettre en œuvre pour... Ce n'est pas des centres d'incubation, mais par exemple, on va voir différentes thématiques, différents sujets. Par exemple, lui, il a dit tout à l'heure, dans le Niambalan, on ne trouve plus d'huîtres. On peut par exemple demander à des chercheurs de se pencher sur cette question-là. On leur donne les bourses pour leur permettre de pouvoir faire l'activité. Et maintenant, ces résultats, les résultats qu'ils vont produire, seront après exploités. Par exemple, ils nous diront exactement c'est quoi la problématique. Et maintenant, après, nous proposer des solutions et on trouvera les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Nous, Malik Diba, nous savons que les populations, les communautés elles-mêmes, c'est elles qui sont ceux qui attaquent le plus justement cet écosystème qui est la mangrove. À Niambalan, donc elle l'a évoqué, vous avez travaillé avec une ONG italienne dans le cadre justement de la régénération de la mangrove. Vous avez d'abord intéressé les populations, les stimuler par rapport justement à cet élan pour qu'elles puissent accepter de défendre, pour faire un travail qui devrait être d'abord leur travail de survie, c'est-à-dire le reboisement justement par rapport à cette espèce de mangrove. Oui, nous, lorsqu'on arrive sur un territoire, d'abord, la première chose à faire, c'est de rencontrer les populations, de poser, nous, notre souci, et de les écouter, parce que c'est elles qui connaissent mieux leur territoire et les problèmes qui peuvent en subvenir. Nous avons des connaissances, peut-être techniques, peut-être un peu scientifiques, mais les populations ont des connaissances qu'il ne faut pas du tout négliger. Par contre, ils peuvent ne pas comprendre, comme Niambalan, ils ne comprennent pas pourquoi les huîtres ont disparu. Ils te disaient qu'avant, ici, il suffisait d'aller à 50 mètres. Lorsque tu lançais un épervier, tu avais 2 à 3 bassines de bons poissons. Ils te racontent que dans une zone qui se situe à 50 mètres, il y avait une rizière qui donnait beaucoup de riz. Mais la rizière là a disparu. Donc il y a des phénomènes changeants qui méritent de comprendre, pour lesquels on doit chercher à comprendre les raisons de ces changements-là. Nous, notre rôle, donc les écouter, échanger avec eux pour mieux comprendre ce qu'ils expliquent, sensibiliser, et nous également, on s'enrichit, et ensuite on les incite pour qu'on agisse tous ensemble. C'est ça notre méthode d'intervention. Et souvent ça marche. On n'arrive pas avec nos trucs, etc., avec nos connaissances. On arrive, on écoute les populations, on respecte leur savoir, on essaie de comprendre ce qu'ils expliquent, c'est quoi, les préoccupations profondes, et nous, les solutions qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est d'aller restaurer les espaces dégradés. Maintenant, derrière, moi, je magnifie vraiment l'implication de l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui regorge de scientifiques pointus, capables d'aider la Casamance, de comprendre ce qui s'est passé
et de comment on pourrait reconstituer l'écosystème. Donc je crois que cela également requiert l'engagement de l'État. Parce que si c'est une préoccupation de l'État du Sénégal, je crois qu'avoir une institution de ce rang, de ce niveau, dans son territoire, devrait véritablement profiter. Mais est-ce que, aujourd'hui la question, est-ce que l'État en profite quand on sait aujourd'hui que peu de collectivités territoriales s'investissent véritablement dans la conservation de l'environnement? Il y en a quand même, je ne suis pas nihiliste, il y a beaucoup d'efforts, mais en tout cas c'est très minime. Je pense qu'on devrait redoubler d'efforts et que la volonté politique de l'État puisse véritablement s'orienter vers la protection de ces trucs. Donc, pour nous, c'est fondamental pour que l'UICN, véritablement, grâce à ce projet, essaie d'apporter des réponses aux questions que nous nous posons et de cette perte de biodiversité, de cette rupture de chaîne alimentaire quelque part, parce que certaines espèces, par exemple, peuvent disparaître parce que la nourriture qu'elles ont, elles ne l'ont plus. Donc elles iront chercher ailleurs. Donc Kals, moi c'est véritablement aujourd'hui ma préoccupation et je crois que je profite de cette journée internationale de l'écosystème de la mangrove pour porter un plaidoyer aussi bien à l'endroit de l'État, à l'endroit de Youpi pour qu'elle démultiplie. Je sais qu'il déploie énormément d'efforts sur la protection des forêts de manière globale, parce que je disais tantôt que la mangrove est une forêt comme toutes les autres forêts. Donc, Youpi se déploie partout à travers le territoire Casamance et donc les 3 régions de la Casamance, région de Ziguinchor, région de Kolda, région de Sédhiou. Et des actions actuellement sont en train d'être menées de façon extraordinaire en mobilisant les populations pour restaurer tout cela. Donc c'est une dynamique qui nécessite d'être accompagnée de façon soutenue. Et les autorités puissent également, politiques qu'administratives, puissent prendre le relais parce que Youpi n'est pas là de manière indéfinie. C'est extrêmement important pour qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une gestion véritablement durable. Et vous avez parlé un peu et invité l'implication des autorités administratives, autorités locales entre autres. Nous savons qu'il y a beaucoup de programmes qui sont en Casamance, PPDC, PUDC entre autres, mais dont justement ces programmes, on ne voit pas un peu cet aspect justement d'engagement vers justement ce qui doit être un facteur important pour la régénération de la mangrove. Est-ce à dire que l'État ne s'implique pas justement comme il le faut dans le travail que les ONG, les organisations non gouvernementales sont en train de faire pour aider les populations à être toujours en connexion avec la nature? C'est délicat, c'est des programmes gouvernementaux qui ont leur approche. Je ne sais pas s'ils impliquent véritablement les populations au départ ou alors leurs programmes font l'objet d'études, de diagnostic des besoins. Parce qu'une population, moi j'ai vu des marchés qui ont été construits quelque part, aujourd'hui ces marchés abritent des chèvres. Je suis désolé. Il y a beaucoup d'investissements comme ça. Je sais également que le PPDC a aidé beaucoup à la réalisation de beaucoup d'infrastructures. Je vois par exemple des trucs de stockage de semences un peu partout. Tu les vois un peu partout. Mais jusqu'ici, je ne vois pas de semences stockées là-dedans. Dans certaines zones, c'est très isolé du village. Je me dis, comme par exemple, tu prends chez moi à Tionkessil, l'endroit où cette infrastructure est implantée, quoique pertinente, hein, l'idée est bonne, mais il faut que ça serve. Il faut qu'on arrête maintenant d'investir sur des infrastructures ou des programmes juste pour le plaisir d'une population ou des acteurs d'avoir une infrastructure qui ne servirait absolument. Il faudrait respecter un peu cette stratégie anglaise qui dit bottom to up ou people to people. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir des populations vers
vers les populations. C'est important. Donc là, moi, je ne suis pas en capacité de dire comment ils procèdent avant d'écrire leur programme. Mais à ce que je sache, le PPDC, normalement, est une suite logique du PADELCA. Mais ils ont quand même beaucoup fait en termes d'infrastructures routières, en termes d'accompagnement des groupements de femmes, en termes d'équipement des groupements. Mais je pense qu'ils devraient véritablement maintenant s'orienter vers le développement économique réel. Parce que c'est en réalité ça le vrai besoin. Comment peut-on faire pour véritablement réduire, valoriser tout ce qu'on a par exemple comme ressources naturelles, tout ce qu'on pourrait avoir, tout ce qu'on a comme les ressources fruitières, forestières, etc. pour transformer et créer de l'emploi. Ainsi, on valoriserait mieux les ressources naturelles. Khady Tendeng, je rappelle que vous êtes la chargée de projet de United Purpose. Vous avez parlé des APAC, la mise justement en place des APAC. Pensez-vous que c'est une réponse justement à cette problématique? Effectivement, c'est une réponse. Et tout à l'heure, vous avez interpellé Malik un peu par rapport aux actions de l'État. Et je voulais dire que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est d'où la pertinence des actions des ONG, des actions de la société civile. Donc, quand on prend les APAC, par exemple, du début à la fin, c'est la communauté qui est responsabilisée. Donc, il y a les plans d'aménagement qui sont mis en place et c'est un guide pour les populations afin qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement. Parce que déjà, c'est une planification. Ils planifient les activités. Il y a un plan d'action qui est global et qui est connu de tout le monde. Qui est connu de tout le monde et qui est validé par tout le monde. Et je pense que ça, c'est vraiment, si on y arrive, on a tout fait. Donc tout ce qui reste, c'est peut-être chercher des moyens pour pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action ou ce plan d'aménagement. Vous êtes arrivé, United Purpose, et vous avez vu qu'en Casamance, il y a déjà des APAC. Il y a le APAC Kawawana, qui justement est la première expérience au niveau de la région de Ziguinchor. Malik, je vous connais impliqué justement dans la mise en place de cette APAC. Est-ce que vous avez eu à approcher justement les acteurs qui travaillent autour de cette initiative pour un peu maîtriser justement cette trouvaille qui s'appelle les APAC? Oui. En fait, il y a les APAC, mais il y a aussi les aires marines protégées. Protégées, voilà. Et presque, je l'avais dit tout à l'heure, on a un diagnostic qui est en cours. Et donc, ce diagnostic aussi fera la cartographie des différents acteurs et aussi des différentes réalisations, niveaux de réalisation. Et c'est en partant de là qu'on pourra mener vraiment les activités. Et chez nous, en fait, la particularité, c'est que ce n'est pas Youpi qui met en œuvre le projet ou les activités. Mais voilà, nous accompagnons les associations locales qui sont natifs même de la localité, qui connaissent bien le terroir, à mettre en œuvre les activités. Donc, si on décide de travailler, d'aller vers une APAC ou vers une aire marine protégée, forcément, nous allons impliquer tout le monde. Et d'ailleurs, même pour cette journée de la mangrove, journée internationale de la mangrove, nous avons approché aussi l'aire marine protégée de Niamone-Kalounaï. Donc le capitaine, il sait qu'aujourd'hui, nous avons cette journée internationale et les activités que nous avons prévues pour mettre en œuvre ces activités. Parce que l'environnement n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tous. Donc il faut qu'il y ait une synergie d'action, une continuité des actions. Synergie d'action, continuité d'action, on sait que vous êtes tous impliqués dans déjà la reforestation. Vous êtes en train de travailler aux côtés des populations, surtout dans ce qui est donc de tout faire pour qu'il y ait un changement de comportement.
nous avons vu justement Youpi en étroite collaboration avec Agada agir autrement pour l'Afrique dans des activités telles que justement la promotion du charbon bio. Voilà, les femmes sont accompagnées comment mettre en place ce charbon qui est confectionné à partir des feuilles mortes des arbres, ce qui est une révolution manique. Est-ce que justement on peut mettre une corrélation entre le travail qui se fait pour la protection de la forêt, mais également pour ce travail pour la régénération de la mangrove? Et bien sûr, écoute, déjà, produire du charbon d'une autre manière, notamment en utilisant de la matière organique avec des techniques de mélange d'argile, permet de réduire les pressions sur les forêts. Parce qu'on ne doit plus, c'est ça l'objectif, la finalité que nous visons. Nous voulons parvenir à ce que les gens ne coupent plus des arbres pour produire du charbon. Donc on cherche des alternatives. Donc c'est une expérience déjà qui a donné ses fruits et le charbon vraiment commence à être bien apprécié. Même si ça confrontait un peu à des questions culturelles que les gens ne connaissent pas au début, mais au fur et à mesure, vraiment, ils commencent à s'intéresser vraiment à l'usage, à la production et à l'usage du charbon bio. Faire le lien entre la mangrove, moi je crois que déjà, oui, c'est possible, parce que moi ce qui me touche vraiment, c'est comment parvenir à éviter de couper du bois de mangrove pour des activités de cuisson d'huîtres. Il y a pourtant des solutions imaginables. Par exemple, nous avons parmi les énergies renouvelables, nous avons du biogaz. Je pense qu'il est possible, avec des biodigesteurs, d'avoir de l'énergie capable d'alimenter une machine. C'est possible, pourvu qu'on aille vers effectivement cette révolution technologique. Il faut qu'on y arrive. Mais vous imaginez, si on mettait par exemple un peu partout des unités de production mécanisées dont les machines fonctionneraient avec du biogaz, de l'énergie renouvelable, ça veut dire qu'on ne couperait plus du bois pour cuire des huîtres. Ça veut dire tout simplement que nos mamans, en utilisant du bois de charbon, affectent leur santé. La fumée pique les yeux. Mais c'est comme des fumeurs, finalement. Parce qu'il y a la fumée qui diffuse un peu partout. Quel zinal! Ça risque d'affecter même le cœur. Et là, nous savons bien les conséquences qui en découlent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il nécessite véritablement des solutions alternatives et qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour innover. Innover. Non seulement on va faire bénéficier, par exemple, les femmes un travail kilométrique d'une journée où elles passent du temps à décortiquer des huîtres, alors avec ces machines-là, elles le feraient tout simplement en 2 heures de temps pour libérer du temps pour faire autre chose. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Ça nécessite, c'est vrai, des moyens. Et je pense que c'est aussi un appel que nous lançons à notre gouvernement, à nos autorités. Nous ne sommes que des acteurs. Nous ne pouvons pas non plus... tu vois, on apporte une contribution, mais le gros des investissements et la volonté politique, ce sont nos autorités véritablement qui doivent, au plus haut sommet, qui doivent mobiliser les investissements nécessaires dans les secteurs qui en ont vraiment besoin. Des secteurs importants, surtout dans des secteurs qui ont un impact positif très négatif sur la mangrove. Des solutions doivent... je pense que c'est une priorité d'investissement pour le gouvernement du Sénégal. Priorité d'investissement pour le gouvernement du Sénégal, Malik Djiba. Je rappelle qu'il est le coordonnateur de Agada, Agir autrement pour le développement de l'Afrique. Je rappelle également que vous suivez votre émission sur l'Arbre à Palabre, c'est sur le groupe Média du Sud, Khadi Tendeng. Je rappelle également que vous êtes la chargée de projet de United Purpose. Vous avez écouté sûrement avec intérêt Malik, un peu invitant le gouvernement à mettre un peu justement beaucoup plus de moyens dans ce qui est plus
utile pour la population, plus utile que justement les bienfaits de la mangrove, je ne pense pas qu'on pourrait justement en trouver. Et surtout pour la femme. La femme, vous êtes femme, je sais que les femmes profitent beaucoup de la mangrove avec les huîtres. C'est elles qui vont à la récolte des huîtres, qui sont vendues très cher et des fois même exportées hors du Sénégal vers l'Europe. Tout cela peut donc avoir un impact plus grand quand les forêts sont donc régénérées, quand tout le monde participe justement à cette lutte pour la régénération. Si vous avez un appel dans ce sens, surtout un appel spécial adressé à tout le monde, surtout aux femmes même qui coupent, parce qu'elles font partie de ceux qui agressent un peu la mangrove, ces femmes. Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, les femmes ont compris. Les femmes qui font l'ostréiculture, beaucoup d'entre elles aujourd'hui, elles ont compris comment récolter les huîtres sans pour autant couper les racines. Donc, les grands destructeurs de la mangrove, je dirais que ce sont ça. Il nous reste 5 minutes. Okay. D'abord, je vous laisse la parole. Voilà. D'abord, les femmes. Donc, l'appel que je mènerai, surtout à l'endroit du gouvernement, de l'autorité, c'est qu'il faut qu'il nous accompagne. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être accompagné pour qu'on puisse vraiment bien mettre en œuvre nos activités. Je veux dire, aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire. L'État investit énormément pour cette autosuffisance alimentaire. Et on sait que nous, ici en Casamance, on a cette possibilité-là, à travers nos rizières. Qu'on nous appuie, qu'on mette en place un système qui va permettre aux populations vraiment de pouvoir emblaver de grands espaces, mais aussi protéger la mangrove. Parce que quand la mangrove elle est menacée, plus la mangrove elle est menacée, plus nos espaces aussi rizicoles sont menacés. Et donc, on peut y arriver. On peut y arriver si on change de politique. Il y a les préalables justement avant donc l'engagement vers le développement de la riziculture. Il faut que l'État puisse aider donc à la régénération de la mangrove beaucoup plus. Régénération, protection de la mangrove. Qu'on mette en place vraiment des sanctions, des garde-fous à l'endroit des gens qui exploitent, qui pillent les ressources comme ils veulent. Les bateaux de pêche, les usines de transformation de poissons, les usines qui polluent. Il y a énormément de facteurs qui ne militent pas à l'endroit de la mangrove. Même chose, c'est interpellé. D'ailleurs, en parlant, il y a une question qui m'a taraudé tout de suite au niveau des APAC. Je pense que ceux qui se sont engagés dans la protection des écosystèmes marins, côtiers ou forestiers, qu'on appelle des éco-gardes ou des surveillants côtiers, doivent bénéficier d'une protection. Parce qu'on a vu des gens qui ont des éco-gardes suite à leur patrouille, qui ont observé effectivement des personnes qui ont des contrevenants, qui ont violé les règles, qui sont allés pêcher dans des zones protégées. Et on les a arrêtés suivant la réglementation, le code qui a été validé à l'époque, en tout cas par les autorités. Finalement, les contrebandiers sont venus porter plainte et ces gens-là, pourtant, qui défendent l'environnement, ont été arrêtés. Mais lorsqu'on a revisité le code de la pêche et tous les codes pratiquement, on a vu que ceux-là n'ont pas le droit de prendre le filet, de saisir le filet de qui que ce soit. Donc il y a un paradoxe. Et donc pourtant, c'est une volonté politique qui a mis en place ce dispositif.
Et c'est d'ailleurs le sens du transfert des compétences vers les collectivités territoriales. Parce que la PAC Kawawana a suivi tout le processus normal. Le territoire, la zone a été délimitée avec un accord et validé par la communauté rurale de l'époque de la commune de Mangongoulé. Ensuite, en recherchant, parce que la mer n'est pas encore une compétence transférée, mais ils ont inscrit cette aire dans le cadre des compétences générales des collectivités territoriales. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le code de conduite a fait l'objet d'une validation au niveau régional et approuvé par le gouverneur de l'époque qui est parti. Ce qui était en tout cas un exemple, un modèle que Mangongoulé a vendu partout à travers le monde. Ils ont été partout et le Sénégal était vraiment en pole position en matière de modèle, d'exemple par rapport à cette initiative. Donc il ne faut pas qu'on rompe cet élan. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette décentralisation. Il faut qu'on confie davantage de responsabilités aux populations qui s'engagent à protéger leur environnement. Donc ça veut dire tout simplement du poisson qui est bien protégé à Mangongoulé, s'ils se reproduisent bien, c'est du poisson qui vont ressortir et bien justement, et tout le monde pourrait pêcher et nourrir sa famille, vendre et gagner de l'argent, ce qui serait véritablement très bien pour un partage équitable pour tout le monde. Et voilà. Votre mot de clôture, rapidement. Voilà, je voudrais, M. Khalilou Diémé, remercier Groupe Média du Sud pour l'excellent travail qu'il rend au Casamançais. Et nous vous souhaitons en tout cas un bon vent et que Dieu fasse que vous ayez votre télévision de rang de dimension internationale. Mais surtout, interpeller également nos autorités. La mairie de Ziguinchor et de Tobor, c'est des territoires voisins qu'ils collaborent dans un esprit d'intercommunalité. Ziguinchor pollue la zone de Tobor, c'est Tobor qui vient nettoyer. Je pense qu'il serait beau que ces deux élus se retrouvent face à un enjeu commun. Parce que lu fa laal fii mooy luy laal fële. Jërëjëf, assalamu alaikum wa rahmatullah. Khady Tendeng, votre mot de clôture. Merci beaucoup. Je remercie GMS. Je remercie aussi les auditeurs, les partenaires. Un appel aux collectivités territoriales parce que c'est aussi nos partenaires phares. Parce que tout ce qu'on fait, tant qu'eux, ils ne le valident pas, on ne peut pas avancer. Donc, d'où vraiment notre interpellation. Merci beaucoup. Merci à vous, Khady Guiba, chargé de projet de United Purpose. Khady Tendeng, chargé de projet de United Purpose. Merci à Malik Guiba de Agada, Agir autrement pour l'Afrique, pour donc la disponibilité. De l'Afrique pour la disponibilité et tout. Merci donc à mes caméramens et donc à notre réalisateur de l'autre côté. Merci à vous, auditrices et auditeurs et autres spectateurs, téléspectateurs qui nous suivent à travers nos plateformes digitales, Facebook comme YouTube. C'est sur le groupe Média du Sud, un groupe qui est en train de monter en puissance et qui a besoin de vos prières pour l'obtention de la licence rapidement pour que vivement la Casamance puisse avoir sa première chaîne de télévision. Ça, c'est le souhait donc de tous ceux qui travaillent au sein du groupe Média du Sud, mais également pour les populations auxquelles le groupe est en train de servir, car vous servir est un sacerdoce pour nous. À dimanche prochain, au revoir. Au revoir et à dimanche prochain pour une autre émission sur l'herbe à palabres.